Mes chers élèves de la deuxième année collégiale, filière internationale, les abonnés à ma chaîne, bienvenue à cette séance consacrée à la formation des roches magmatiques. Pour télécharger les animations et les documents de cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, la lithosphère est constituée de différents types de roches, qui sont les roches sédimentaires, telles que le calcaire, l'argile, que nous avons étudié en première année sous le thème de cycle sédimentaire. Les roches métamorphiques, telles que le gneiss et le schiste, résultant de la transformation des roches sous l'effet de la température et de la pression. Les roches magmatiques, telles que le granit et le basalte, résultant de la solidification du magma. Mes chers élèves, de nombreuses roches sont utilisées par l'homme dans divers domaines, comme la construction des maisons ou l'industrie, comme la fabrication du ciment, la fabrication du verre. Notamment, les roches magmatiques, comme le granit, sont utilisées pour couvrir les murs des maisons, les étagères des cuisines et les escaliers, après avoir été découpés et polis et lubrifiés, comme le montrent ces photos. Alors, dans cette séance, on va voir comment les roches magmatiques se forment-ils, quelle est la relation entre la tectonique des plaques et la formation des roches magmatiques, en réalisant les activités suivantes. Dans ce premier paragraphe, on va chercher comment s'est formé le basalte. En premier lieu, on va savoir comment le basalte s'affleure-t-il dans la nature. Lorsqu'on observe un paysage ou une carte ou une coupe géologique dans une région basaltique comme la montagne Haute-Gué dans le Moyen Atlas, on constate que le basalte affleure sous forme de coulées. Ces coulées partant des volcans éteints de la montagne de Haute-Gué. Ces coulées recouvrent les roches sur leur parcours, comme le montre cette animation. Alors que le basalte qui se forme sous l'eau, comme le basalte de la croûte océanique, affleure sous forme de très courtes coulées appelées coussinets ou pillow lava, comme on le voit dans cette photo prise sous l'eau du fond océanique. Et maintenant, on va découvrir la structure minéralogique et la texture du basalte. Lorsqu'on observe un échantillon du basalte à l'œil nu ou à la loupe, on constate que le basalte est une roche sombre, avec quelques cristaux de grande taille, de couleur noirâtre, des minéraux appelés pyroxènes et d'autres cristaux de couleur verdâtre appelés des minéraux d'olivine. Ces cristaux sont séparés par une pâte sombre. À travers cette animation, on va découvrir les minéraux microscopiques du basalte en observant une lame mince du basalte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lame mince du basalte? Pour préparer une lame mince, on découpe un échantillon cubique du basalte, puis on le colle sur une lame de verre avec la baume de Canada. Puis, on fait abraser cet échantillon pour réduire son épaisseur à l'ordre d'1 micromètre environ. Puis, on la recouvre avec une lamelle de verre. Cette préparation est nommée lame mince du basalte. Lorsqu'on observe cette lame mince au microscope polarisant, on découvre l'existence de petits cristaux microscopiques sous forme de bâtonnets, appelés les microlithes, émergés dans une pâte vitreuse ou pâte amorphe, et des cristaux de grande taille apparente à l'œil nu. En résumé, le basalte contient des cristaux de grande taille et des cristaux de petite taille, appelés microlithes. Ces cristaux sont émergés dans une pâte amorphe, nommée pâte vitreuse. Par conséquent, la texture du basalte est qualifiée de texture microlithique. Les minéraux du basalte sont des minéraux pauvres en silice, du fait que le magma basaltique engendrant le basalte est un magma pauvre en silice, provenant de l'astélosphère. Mes chers élèves, les cristaux sont des minéraux automorphes, c'est-à-dire de forme géométrique régulière et organisée, comme on le voit dans ces images des cristaux du basalte qui sont l'olivine, les pyroxènes et le feldspath. Pour mettre en évidence les facteurs qui agissent sur la formation des cristaux, suite à un refroidissement du magma, on analyse les résultats de l'expérience suivante. Dans cette expérience, on utilise le soufre en poudre, dont le point de fusion est plus bas, qui se fond donc à une température basse. On place du soufre dans un récipient de terre cuite de fusion, puis on chauffe. Après quelques minutes, on obtient un liquide sulfureux. Puis, on refroidit ce liquide sous 3 conditions de température. Une partie, on la refroidit sous une basse température de 0 degré Celsius, c'est-à-dire un refroidissement très rapide. Une autre partie, on la refroidit sous une température moyenne
de 25 degrés Celsius, c'est-à-dire un refroidissement rapide. Une autre partie, on la refroidit sous une haute température d'environ 50 degrés Celsius, c'est-à-dire un refroidissement lent. On constate que le refroidissement rapide aboutit à la formation d'une pâte vitreuse du soufre non cristallisé, alors que le refroidissement rapide aboutit à la formation des petits cristaux de soufre, tandis que le refroidissement lent aboutit à la formation de grands cristaux de soufre. Donc, en conclusion, la vitesse de refroidissement agit sur la taille des cristaux. Avec un refroidissement lent, se forment des cristaux de grande taille. Alors, comment la vitesse de refroidissement agit sur la taille des cristaux? Mes chers élèves, vous avez étudié en sciences physiques que la fusion d'un solide cristallisé aboutit à la dissociation et l'éloignement de ces molécules l'une de l'autre pour passer de l'état solide à l'état liquide par l'effet de la chaleur. Alors qu'avec un refroidissement rapide de ce liquide, les molécules se figent rapidement pour constituer une pâte amorphe non cristallisée. Par contre, avec un refroidissement lent, les molécules de ce liquide s'associent lentement pour constituer des cristaux. Ce processus est nommé cristallisation, comme le montre cette animation. Chers élèves, vu que le basalte est constitué de 3 parties, des cristaux de grande taille, des cristaux de petite taille et d'une pâte vitreuse, ceci s'explique du fait que le basalte s'est formé en 3 étapes de solidification du magma basaltique, comme le montre cette animation flash qui résume les parties d'un volcan et la montée du magma. La première étape, le magma, en séjournant dans la chambre magmatique, subit un refroidissement lent sous une haute température et une partie de ces molécules s'associe lentement pour constituer les grands cristaux comme le pyroxène et l'olivine. La deuxième étape, pendant la montée du magma dans la cheminée, se forment les petits cristaux avec un refroidissement rapide. La troisième étape, à la surface de la Terre, se forme la pâte vitreuse avec un refroidissement très rapide de la lave. Mes chers élèves, ici prend fin ce premier paragraphe de la formation des roches magmatiques. La séance prochaine sera consacrée à la formation du granit et la relation entre le magmatisme et la tectonique des plaques. J'attends vos abonnements à ma chaîne et vos observations et vos suggestions pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.